Et voilà, go live. Bon, bonjour à tous, bonsoir, je sais pas quand vous allez regarder ce truc-là. Nouveau format, voilà, bonjour, alors on est avec Frater 7, hein. Est-ce qu'on a encore besoin de le présenter? Je ne crois pas. Ou tu veux quand même qu'on fasse une petite présentation ou on s'en... Ah, il commence à être connu, le Lascar, chez nous. Merci d'être là, déjà, ça fait plaisir. Ah, de rien. Ça nous permet de lancer un nouveau format. On en a un petit peu parlé, mais on n'a pas officialisé le truc. Frater 7 et moi, alors on parle beaucoup de politique, en fait, tous les deux. Et encore pas assez, je pense. Et on s'est dit, est-ce que on pourrait pas lancer un truc là-dessus, déjà pour pouvoir en parler et partager nos visions respectives, personnelles et convergentes, j'imagine, parce qu'on va forcément trouver des endroits où on se retrouve, je pense. Et puis, permettre aux gens de comprendre le lien, et c'est un petit peu justement l'objet de cette première émission, comprendre le lien qu'il y a en fait entre, alors toi tu dirais l'ésotérisme et la vie politique et la vie en société. Tu dirais ça comme ça, toi? Ouais, je le verrais plus comme ça, ouais. Ouais. Et moi je dirais en fait entre la spiritualité et pareil, la politique et donc la vie en société. Donc en fait, pour lui comme pour moi, et on va en discuter, il y a un lien en fait entre ces deux choses. Et j'aurais même tendance à penser moi de mon côté que il y aurait une primauté du spirituel sur la vie sociale, sur l'organisation du groupe. Tu vois, alors déjà peut-être que ce qu'on peut faire, c'est comme on l'a dit, définir ce qu'on entend par là, définir le thème chacun et puis partir là-dessus pour discuter. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, ça me va comme ça, ouais, c'est une bonne idée. Donc, eh ben vas-y, je t'en prie, démarre. Donc, et toi, ce serait ésotérisme et vie politique, en fait. En fait, ça dépend ce que tu mets derrière spiritualité, ce que tu mets derrière ésotérisme. En fait, moi, ce que je pense clairement, c'est que il y a toujours eu, et depuis la nuit des temps, il y a toujours eu un lien entre les écoles initiatiques, les écoles spirituelles depuis l'Antiquité, avec l'organisation de la vie de groupe. Et du coup, alors est-ce qu'on peut dire que c'est ésotérique ou spirituel? Je sais pas, je pourrais pas te dire. Ce que je pense un petit peu, si on veut aller par là, c'est que la religion, par exemple, a une influence sur la vie en communauté. Et en fait, la religion, elle, a un système d'organisation avec des lois, comme il y a dans beaucoup de religions. Par exemple, le Talmud, c'est un livre de loi issu de la Torah qui va organiser la vie en société du peuple juif à travers les temps. Et en parallèle, on peut voir aussi dans notre République l'organisation qui s'est faite au fur et à mesure sur une base plutôt ésotérique, c'est-à-dire plutôt une école de sages comme l'est la franc-maçonnerie, et qui n'est pas liée à une religion, tu vois. Donc, ça dépend ce que tu mets derrière. Moi c'est là où je dissocierais un petit peu spiritualité et ésotérisme là-dedans. Mais en fin de compte, c'est l'organisation de la société par un lien spirituel à quelque chose. Ouais, c'est ça. Moi, je pense sensiblement la même chose. C'est-à-dire que pourquoi je dis spirituel? Parce que moi, j'en reviens à René Guénon, hein, tu sais, donc l'autorité spirituelle et le pouvoir temporel. Donc l'autorité spirituelle ou le sacerdoce des anciens, moi j'aime beaucoup par exemple la vision celtique de la chose. C'est-à-dire il y a un sacerdoce à l'intérieur duquel on traite des questions de la loi, effectivement de la transmission aussi du savoir, des sciences, des arts, mais en tout cas voilà un sacerdoce qui s'occupe de toutes ces questions qui sont plus ou moins relatives à l'invisible, en tout cas ce qui émerge de l'invisible, et on pourra aller plus loin pour comprendre après, et qui va du coup veiller à ce que ça puisse permettre une bonne organisation sociale, donc du clan, du groupe, de la cité si on veut, etc. Et avec, comment dirais-je, une personne ou on pourrait peut-être même dire un groupe de personnes aujourd'hui, je sais pas, qui seront
les représentants. Donc on a la figure du roi à ce moment-là qui du coup lui fait un peu la passerelle entre le dirigeant effectif d'une société et en même temps il est aussi en lien avec le sacerdoce qui va lui dicter entre guillemets la marche à suivre quoi un petit peu tu Oui, vois. oui. Oui, oui, le roi fait le lien entre l'intemporel et le temporel. Ouais, Enfin, c'est comme ça qu'il est défini et c'est ce qui a tué, par exemple, la Révolution française, ce lien ouais, entre le temporel et l'intemporel. ouais. Après, ça a été remplacé par autre chose, qui est aussi un lien entre l'intemporel et le temporel. Même Alors si vas-y, je t'écoute, c'est intéressant. ce que je pense par là, par exemple, quand une organisation, alors aujourd'hui, il n'y a pas réellement de preuves que ce soit que la révolution ait été poussée par les francs-maçons, mais à l'époque, euh, toute l'organisation franc-maçonne a quand même été très souvent dans les premières assemblées. Il y Mhm. avait des gens dans les assemblées qui étaient issus de la franc-maçonnerie. Mhm. Et il y a quand même un lien entre l'intemporel et le temporel par le biais de l'initiation que la personne a reçue, enfin que là où les personnes au sein de cette assemblée ont reçu, et qui s'organisent en fait, et qui font la gestion du groupe, des citoyens, de l'organisation du pays et autres, euh, au travers des assemblées. Euh, là où il y a eu une période quand même relativement complexe, ça a été dans la période de 1870, dans ces eaux-là, là, Mhm. où on avait à la fois une envie de retour à la royauté. Il y avait quand même beaucoup de gens au sein du Parlement qui, eux, étaient royalistes et très ancrés dans le christianisme et une autre partie, donc la frange gauche de Mhm. l'hémicycle. C'est comme ça que ça a été divisé d'ailleurs à l'époque, hein, droite-gauche. Hein. À droite, c'était les royalistes, et à gauche, on avait la partie ce qu'on appelle gauche aujourd'hui, mais qui était plus Les euh, républicains quoi, futurs républicains quoi. républicain, mais même encore plus, c'était plus droit de l'homiste, on va dire. Voilà. Oui, droit de l'homme, ouais, tout à Voilà. fait. Ouais, Parce que républicain, ça peut être connoté ouais c'est vrai. plutôt droite, mais voilà, enfin bon, voilà, c'est Ouais. donc oui, et il y avait ces deux pouvoirs qui se côtoyaient au sein du même Parlement et qui agissaient sur le temporel. Donc il y a toujours quelque part un petit lien entre l'intemporel et le temporel. Après, les deux peuvent se battre forcément au sein d'une assemblée, ça c'est clair, Bien sûr. euh, dans la mesure où bah, tu as toujours des gens qui sont extrêmement conservateurs de l'ancien régime et ceux qui sont beaucoup plus progressistes, on va dire ça comme ça, et Mhm. qui veulent aller vers un monde où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. C'est comme ça que je le vois, quoi. Ouais, ouais. Bah, déjà, pour en revenir à cette question du lien qu'il y a, qui s'entretient entre politique et spiritualité, moi, il y a un truc que je pense qui mérite d'être souligné, alors pour en discuter tous les deux. Pour moi, déjà, alors là, je vais parler depuis un idéal que je projette, hein, d'accord. Et encore que, ce serait discutable parce que il semblerait que l'histoire nous montre que cet idéal, ce pseudo-idéal est déjà existé finalement, d'une certaine manière. C'est que ce qui fonde et ce qui architecture la société, la vie de la cité, finalement, c'est la loi. Oui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va dire que pour encadrer, entre guillemets, la vie du groupe, il faut ériger, non pas des limites en tant que telles, mais un cadre, en fait, qui permet de comprendre ce qui est, entre guillemets, permis et ce qui va provoquer des problèmes. Alors là, je fais des grosses caricatures quand je parle de ça, parce que quand je parle de la loi, justement, là, on le perçoit souvent comme ça aujourd'hui, mais en fin de compte, moi, je voudrais amener ça sur le terrain des anciens plus pour comprendre ce que ça veut dire pour nous. Aujourd'hui, la loi, c'est si on fait des trucs dans les clous, ça va, c'est bien, donc ça nous autorise à vivre dans un certain cadre. Si on fait quelque chose de pas bien, on est donc hors la loi, et à ce moment-là, c'est pas bien, et là, on est réprimandé, etc., avec des peines, etc. Bref. Mais en fait, ça, c'est une vision, encore une fois, très partitionnée du problème,
qui n'implique plus aucune spiritualité ni plus aucune sagesse ésotérique d'ailleurs là-dedans, puisque la loi aujourd'hui ne découle plus d'une inspiration intérieure liée à une sagesse, à une compréhension, à une illumination quelque part, mais plutôt à des idéologies qui satisfont plus ou moins l'ego d'un groupe dominant finalement. Oui. Alors que ontologiquement, à la source des choses, la loi telle que on pourrait le décrire pour les anciens, c'est il y a un ordre dans la nature. Je vais essayer, grâce à la science ésotérique, grâce à la science de la spiritualité, de rentrer en contact avec cet ordre, de le comprendre, de l'intégrer en moi pour être capable de produire justement des lois ou en tout cas une architecture pour construire, pour bâtir ma cité et donc pour permettre la vie du groupe. Donc en fait, on comprend que pour les anciens, la loi, c'est avant toute chose être en accord avec la nature, en comprendre ses rouages et copier le modèle pour régir, en tout cas, voilà, la vie de la cité. Ce qui n'est clairement plus du tout le cas aujourd'hui, ça on est bien d'accord. La loi n'est plus du tout basée sur ce principe-là. Mais en ça, si on revient à cette source-là, et si on est d'accord pour aller dans ce sens, dans cette marche, alors on comprend que la loi ne dépend pas des hommes, mais de la nature elle-même. Ce qui induit un paradigme radicalement différent pour entrevoir la vie en société finalement. Tu vois ? Ce qui est clair, mais ce qui amène à un point principal, c'est que si tu laisses, entre guillemets, la nature en faire, enfin, si tu adoptes la loi de la nature, quelque part, en fait, tu rentres dans une sorte, on va dire, d'anarchie, au sens global du terme, hein, pas, Ouais. voilà. Ouais, okay. Tu rentres dans une sorte d'anarchie, c'est-à-dire que la loi du plus fort, c'est la loi qui règne. C'est-à-dire que la branche pourrie, elle est coupée. Donc clairement, on va prendre des exemples simples. Le mec qui a tué, tu le tues. Le gars enfin, tu vois, c'est comme ça que marche la nature. Hein. C'est-à-dire que dès qu'il y a un truc qui va pas, ben en fait, il est détruit. Alors je crois pas moi. Moi je crois pas justement. Mais vas-y, je te laisse terminer puis après ouais. Bah, en fait, clairement, prenons un exemple. Si tu as un arbre et que l'arbre commence à avoir une branche pourrie, ouais. Et que tu veux sauver ton arbre, qu'est-ce que tu fais? Tu coupes la branche, ouais. Et en fait, l'arbre continue de vivre, et la branche pourrie, ben, voilà, elle est morte, quoi. Ouais. Et c'est comme ça que tu arrives à sauver ton arbre, quelque part. Mmh. Et c'est comme ça que tu arrives à sauver l'intégralité de ce qu'est l'arbre. Et si tu prends la société comme un arbre, bah, tu reviens à la même chose. C'est-à-dire que si tu as une branche pourrie dans ta société, bah, tu coupes la branche pourrie et tout le reste de la société peut continuer à vivre proprement. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là où je dis, c'est une sorte d'anarchie, en fait. Ça revient un petit peu presque à la loi du talion, c'est de vivre selon les lois de la nature pour une organisation en société. Enfin, je vois ça comme ça, mais... Ouais, j'entends. Oui, c'est-à-dire que j'entends dans tes propos cette idée que on ne vit pas en y apposant une morale qui serait propre à l'humain, mais on respecte rigoureusement les processus naturels, entre guillemets biologiques, etc., quoi. C'est ça, exactement. De même que l'éducation, l'éducation, j'allais dire nationale, mais non, mais clairement, il y avait une chose qui se faisait dans le passé, c'était la sélection par le mérite, tu vois. La sélection par le mérite, c'est pour faire monter les gens qui, eux, ont travaillé et ont donné des résultats à leurs examens, à leurs études et compagnie, plutôt que de faire redescendre l'intégralité de la société vers le bas en essayant de mettre tout le monde avec le bac. Tu vois, par exemple, hein, c'est un exemple comme un autre. Mais... Donc clairement, si on revenait à, entre guillemets, une sélection naturelle, c'est parce que la sélection naturelle va de pair avec la loi de la nature. On se retrouve dans ce type de situation. C'est pour ça qu'il y a toujours, je pense, une balance à faire entre les deux. Et c'est là où il y a le lien entre l'intemporel et le temporel, de par des groupes. Alors, ces groupes, ça peut être soit des groupes religieux, comme ça a été pendant des années et des années avec le clergé, ou des groupes, on va dire, un peu plus ésotériques,
qui vont, eux, travailler plus sur comment on peut faire évoluer la société, dans quel sens on peut aller, et tout ça en ayant travaillé sur l'humain, en sachant comment le cerveau, enfin l'humain fonctionne, de façon à le faire évoluer. Voilà. Voilà, c'est ces deux. Ouais, je vois tout à fait. Ouais, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est de revenir sur cette histoire de loi naturelle que tu assimiles, entre guillemets, alors c'est du raccourci peut-être, à la loi du talion, ce genre de choses, etc. Alors, c'est intéressant parce qu'en fait, on a deux visions de la nature qui peut-être se confrontent, la mienne et la tienne, tu vois ce que je veux dire? Moi, je ne vois pas dans la nature un espèce de déterminisme aussi prononcé que tu le vois toi peut-être. Je dis peut-être parce qu'on n'a pas suffisamment discuté là-dessus. Mais c'est ce que j'entends en tout cas hein, quand on en parle. Alors que moi, je ne vois pas de déterminisme, ou en tout cas, je ne vois qu'un déterminisme apparent qui n'est qu'une interprétation d'un paradigme, en fin de compte, de la nature. Moi, je crois, si tu veux, et je pense qu'on peut tous l'observer tout à chacun, que la nature, en fait, ne fonctionne pas uniquement de manière binaire, caricaturalement parlant, mais on constate aussi énormément de phénomènes de symbiose, d'entraide, et ça de manière justement complètement naturelle, c'est le cas de le dire. On voit aussi que dans des processus biologiques, le réflexe premier de la nature avant de détruire, c'est de chercher à soigner. Et du coup, en fait, on comprend qu'il y a derrière un déterminisme qu'on peut placarder facilement, je pense. En fait, c'est beaucoup plus compliqué et qu'il y a une espèce de finesse comment dire, d'équilibre qu'on a du mal peut-être à concevoir aujourd'hui, mais dans un sacerdoce qui étudie la nature, comme toi tu peux le faire, comme moi je peux le faire, avec cette idée de comprendre les rouages profonds de celle-ci, va automatiquement faire des constats, notamment les premiers constats sont souvent déterministes, ok, mais en plongeant plus profond dans l'étude, on va se rendre compte que non, c'est pas si déterministe que ça. En fait, il y a beaucoup plus de complexité, beaucoup plus de phénomènes, et du coup, ça permet de complexifier le modèle, la compréhension, et donc forcément la vie de la cité va en pâtir, entre guillemets aussi, enfin en bénéficier, ça dépend comment on s'en sert. Donc moi, si tu veux, je suis pas aussi catégorique que toi quant à l'image que tu donnes avec l'arbre, par exemple, qui est une très bonne image pour expliquer le problème. Je pense que tu as en partie raison, et en même temps, peut-être que la vision déterministe empêche d'entrevoir la possibilité que la branche pourrait guérir toute seule. Je sais pas si tu vois où je vois. Oui, Tu vois où oui, je vois, ouais. je vois. Ouais, je vois. Je vois. Et en fait, ça fait rentrer. Je suis d'accord avec toi sur ce point-là, Ouais, parce que ça fait rentrer une interaction avec l'humain. C'est-à-dire que oui. là, en fait, c'est l'humain qui va couper la branche en se disant, bah, elle est pourrie et et mon arbre va aller mieux parce que j'ai enlevé la branche pourrie, quoi. Peut-être que l'arbre se soignera tout seul, ou peut-être pas. Et en fait, peut-être pas, tout à fait. Et la question après, c'est est-ce que l'intervention de l'humain sur la nature est une bonne chose ou pas? Est-ce que valait pas mieux que l'arbre complet crève ou, enfin, je sais pas. Après, je saurais pas te dire derrière. Non, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Bon, je pense pas. En fait, je pense pas qu'il y ait de réponse figée à ce genre de problématique. Je crois que les deux. Bon, moi, je suis un adepte du paradoxe, hein, donc je vais forcément te répondre oui et non. Mais si tu veux, pour moi, c'est oui. Il est probable que la solution puisse être de laisser la nature guérir la chose ou pas. Hein, tout dépend ce qu'elle décide. Et oui, l'homme peut aussi avoir son intervention là-dedans. C'est-à-dire qu'en fait, le problème, c'est pas tant de savoir si l'homme doit agir ou pas, mais c'est peut-être plutôt de se poser la question du comment. Parce que l'homme, s'il agit sur la nature, en ayant ce niveau de lecture et cette sagesse profonde, pourra à ce moment-là peut-être se positionner non pas par rapport à ses idées et ses représentations, mais moi en tant qu'homme, j'ai tels outils à disposition et donc je sais que je peux agir conformément à une idée que je me fais du problème pour le réparer, ou alors répondre à la chose différemment, c'est-à-dire moi en tant qu'homme, j'ai évidemment ma liberté individuelle
qui m'a permis de développer un certain nombre d'outils, de visions, de représentations, qui ne sont pas peut-être ce que la nature désire. Et comme je ne le sais pas, il faut que je rentre en contact avec elle pour savoir comment je rentre en contact. Eh ben, il n'y a pas d'autre moyen que l'ésotérisme, la spiritualité et compagnie. Oui. Tu vois, et c'est là où, si on est déterministe, eh ben, on va dire, bon, bah, c'est soit l'un, soit l'autre. Ouais. C'est-à-dire que soit l'homme agit, répare grâce à sa capacité à le faire, ok. Soit l'être humain n'agit pas parce qu'il va faire des conneries et donc il préfère laisser la nature, etc. Moi, je dis, bah, en fait, c'est pas soit l'un, soit l'autre. Ce sera mon truc à chaque fois. Hein, je te le dis tout de suite. Non, il y a une convergence, en fait. Il y a une convergence. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et je crois. Ouais, vas-y. C'est vrai, moi, je suis plutôt, je suis très déterministe, comme garçon. C'est soit blanc, soit noir, d'accord. Ouais. Mais bien souvent, c'est noir et blanc, c'est les deux, parce que tout n'est pas gravé dans le marbre. C'est-à-dire que ça, clairement, l'histoire de l'arbre, c'est vraiment l'exemple parfait. Hein. C'est un très bonne image. Je ne sais même pas ce que je ferais en fonction de l'arbre, tu vois. C'est-à-dire, si l'arbre m'apporte quelque chose, apporte quelque chose à mon environnement, à la matière, hein, on est vraiment dans la matière là. Si c'est un pommier par exemple et que j'ai besoin de me nourrir, bah, je vais tout faire pour le sauver en fait. Si par contre cet arbre là, je sais pas, il me sert à rien, il est là et puis en plus de ça, il commence à crever. Je vais peut-être le laisser crever, tu vois. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de. Oui. Les deux vont. Oui, l'intérêt personnel rentre en compte. Oui, et l'intérêt du groupe rentre en compte. C'est-à-dire que, comme pour la politique, l'intérêt du groupe rentre en compte dans tout ce que tu fais. Si tu n'agis pas sur une branche pourrie, tu laisses pourrir l'intégralité de la société, tu vois. Tout à fait. Donc, voilà. Alors, c'est intéressant parce que ça soulève deux problèmes qui apportent deux visions radicalement peut-être différentes de comment gérer ce genre de problème et donc d'architecturer la société finalement. C'est soit on pense depuis un point de vue de sédentaire, à ce moment-là, il faut impérativement réparer l'arbre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Soit on pense du point de vue du nomade, à ce moment-là, on dit c'est pas grave, on va faire une cité ailleurs. Tu vois? C'est ça. Ouais. Alors là, moi, je cherche encore philosophiquement à réconcilier ces deux problématiques. J'ai pas de réponse figée, encore une fois. J'ai des pistes de réflexion. Je crois que de toute façon, il y aura toujours deux perceptions nomades et sédentaires. Que essayer de les faire cohabiter, visiblement, ça marche pas des masses. On le voit avec les mélanges aujourd'hui des cultures. On a des cultures qui sont basées sur le nomadisme et qui débarquent dans un continent, l'Europe, qui sont plutôt des cultures sédentaires. On voit le bordel que ça fout, quoi. Ouais. Et c'est d'ailleurs la même chose. Si des sédentaires bougent chez les nomades, ils vont restreindre la liberté des nomades, ça va poser des problèmes et on se retrouve typiquement dans les conflits dans lesquels on est. Donc en fin de compte, c'est là où, c'est pour ça que je te dis, il y a du déterminisme apparent malgré tout. Et comment équilibrer le problème, je sais pas, dans la mesure où, alors, il y a un type, je t'avais déjà envoyé ces vidéos, il s'appelle Pascal Tréfingui. Alors on aime, on n'aime pas, on pourra en discuter, c'est pas le souci, mais en tout cas, il y a un point de vue qui est très intéressant quand il parle de ça. Et lui, il dit, un équilibre qui serait pas fondamentalement idiot, c'est dans un monde de sédentaires, être gouverné par des nomades, et dans un monde de nomades, être gouverné par des sédentaires. Alors, moi, je suis pas convaincu de ça nécessairement. Ça mériterait d'être discuté, mais en tout cas, peu importe les modes de gouvernance, peu importe les désirs du groupe ou quoi que ce soit, moi, ce que je crois, c'est que de toute façon, qu'on soit nomade ou sédentaire, les règles fondamentales, ce sera les mêmes pour tout le monde, parce que c'est la nature qui les dicte. Oui. Et tu vois, et justement, le problème, c'est que si on commence à penser depuis un point de vue de sédentaire ou de nomade, ou un point de vue de droite ou de gauche, ou un point de vue de, etc., bon, en fait, on commence à se scinder, finalement, de la racine même de la loi sur la nature, pour commencer à réfléchir depuis des points de vue personnels, particuliers, tu vois, qui concernent nos intérêts, individuels ou de groupe. Donc, on n'est déjà plus du tout sur un socle
qui répond à l'harmonie possible, tu vois, pour nous tous. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je comprends. Ouais. Mais c'est d'ailleurs un point super intéressant que tu soulèves là. Et ça me fait penser à un truc. À- Ça me fait penser aux initiations. Tu vois, tu prends différentes écoles initiatiques. Euh, Si elles ne sont pas gérées par des idéologies derrière, tout se passe Ouais, bien. C'est-à-dire ouais. que avec la même, enfin, je vois de mon point de vue, hein, avec le même type d'enseignement, Mhm. avec, par exemple, l'enseignement crólésien, tu as deux voies qui se forment presque dès le départ. C'est-à-dire que d'un côté, tu vas avoir la voix qui va dire, ouais, j'ai le droit de tout faire. Tu vois, Mhm. enfin, j'ai le droit de tout faire. Enfin, chaque homme et chaque femme est une étoile et point barre. Et en fait, ben du coup, tu rentres dans une idéologie extrêmement gauchisante pour le monde, Ouais. où tu vas faire de la promotion de choses qui ne sont pas, enfin, qui sont contraires entre guillemets aux règles de la nature. Mhm. Et d'un autre côté, tu as une autre voix qui va être vachement traditionnaliste et qui va commencer à dire non, non, mais enfin nous, enfin la loi du plus fort, c'est notre loi, c'est l'entête de tel truc, tu vois. Donc du coup, Mhm. t'as les deux voix qui vont se scinder dès le départ. Et tu as la Mhm. même chose dans la maçonnerie, tu as la même chose dans beaucoup d'écoles traditionnelles. Du Bien moment que sûr. ça commence à être vérolé de l'intérieur par une idéologie, Ouais. tu Bah, casses l'intégralité de l'initiation qui, elle, devrait être déconnectée complètement de la politique oui. et qui elle-même doit agir à travers les gens et en fonction de leur analyse personnelle, Ouais. euh, qui doivent agir après pour faire le bien de l'humanité, tu vois. C'est tout à fait ça. Et ça remet en cause. C'est d'ailleurs la corruption de la cité dans la République de Platon, elle commence là, en fait. C'est ça, c'est quand on se scinde de la volonté de copier le cosmos, entre guillemets, quoi, en fait. Hein. Et en même temps, c'est un processus qui, dans la logique platonicienne, était inévitable. Oui, C'est-à-dire que tôt ou tard, on est soumis à la loi des cycles. Donc, une cité qui s'érige et qui bonifie et qui fonctionne merveilleusement bien, tôt ou tard se corrompra de toute façon. Donc, il y a des espèces de fatalité est-ce qu'on pourra la régler un jour? Alors moi, pour l'instant, je crois pas. Je crois que nous subirons toujours ces cycles involutifs évolutifs. Par contre, on peut effectivement limiter la casse et limiter l'impact, comment dirais-je, entre guillemets néfaste de l'involution. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore trouvé. Mais je voudrais revenir à un truc dans ce que tu dis qui est hyper important, et c'est justement ça qu'il faut remettre au centre de la chose aujourd'hui, c'est le sacré. mm, C'est-à-dire euh, euh, préserver dans la cité un espace sacré, un espace qui est hors du temps, hors de toutes ces lois et de toutes ces mécaniques déterministes et matérialistes, etc. Bref, caricature donc temporelle, quoi. mm. Pour qu'à l'intérieur de cet espace sacré puissent être instruits des hommes qui vont pouvoir recevoir la loi, non pas d'autres personnes, mais de la nature elle-même, par la magie, par, je sais pas, l'alchimie, par l'initiation, par des tas de voies différentes. C'est pas tellement le problème du chemin, mais d'avoir un espace sacré au sein duquel on peut entendre la loi, on peut recevoir la loi en contact avec la nature elle-même directement. Ces espaces aujourd'hui n'existent plus, ou en tout cas sont tellement minoritaires qu'ils sont obligés d'être invisibles et de se cacher, si j'ose dire. Oui, Tu es bien placé pour le savoir. oui, oui. Ouais, ouais, non, mais c'est sûr. Ouais, ouais. Alors que ces espaces sont enfin, ils sont obligatoires finalement pour demain déjà, pour pouvoir repartir sur des fondations saines et pour pouvoir repenser justement une architecture basée sur une loi qui émane direct de la nature. Tu vois? Oui, 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 oui. Mais c'est là où je pense que l'Assemblée, en règle générale, hein, j'utilise le mot Assemblée parce que c'est ce Oui. qu'on a aujourd'hui, Ouais, mais ouais, enfin l'Assemblée ou le Sénat, peu importe, hein, ouais, les ouais, deux, ouais, les deux, on va dire les deux chambres, bien sûr, normalement devraient être des chambres sacrées, tout c'est-à-dire à fait. des chambres qui ne sont pas gérées par des politiciens Oui, euh, qui ont appris un métier, parce que oui, maintenant c'est ça, hein, ils ont appris oui. un métier, ils Mm. sont tous rentrés dans le même moule,
personne ne va penser différemment de l'autre. C'est-à-dire que tu sois de droite ou de gauche, ta seule idéologie, elle est libérale. Tout à fait. Au sein de l'Assemblée, c'est comme ça. Donc, C'est comme ça. en fait, l'idée, c'est de repartir sur une assemblée de sages, comme ça se faisait dans le passé. C'est-à-dire que ce n'est plus des gens qui votent pour élire quelqu'un pour mettre là, c'est les personnes qui disent cet homme-là, c'est lui notre sage. C'est lui qu'il faut, ouais. Voilà. Et c'est lui, parce qu'il a démontré qu'il est sage et qu'il a la sagesse, entre guillemets, de la nature, qui va nous représenter au niveau du peuple. Enfin, voilà. Ouais. Et là, tu rentres dans un sens totalement différent, c'est-à-dire que tu n'as plus le risque d'involution, comme tu parles, parce que l'involution vient de la corruption, et la corruption vient du fait que justement, plus tu formates des gens, plus ils sont formatés par rapport à une casse bien précise. C'est l'histoire de la sémantique temporelle de Wilson, quoi. Hein. C'est-à-dire que si tu as dit aux élèves quand ils étaient à Sciences Po ou à HEC que voilà, le libéralisme, c'est de toute façon ce qu'on va faire dans le futur, donc vous pensez que comme ça et c'est tout, effectivement, tu finis par avoir les mêmes mecs partout, hein, des costards-cravates qui ont la même façon de penser, quoi. C'est ça. Et moi, ce qui me dérange, et tu vois, c'est un petit peu... Enfin, on parle toujours d'hémicycle. J'ai la conception de la politique en cercle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un hémicycle de l'extrême droite à l'extrême gauche qui sont tous, en passant par LREM et compagnie, hein, tout ce qu'il y a au milieu, qui sont tous formatés à la même chose. Bien sûr. Moi, je pense que l'avenir politique, elle se passe de l'autre côté de l'hémicycle, c'est-à-dire dans l'autre partie du cercle. C'est-à-dire un retour à vraiment des bases fondamentales. Peut-être que ça passe par une phase de chaos, parce que forcément, tu as une phase de chaos en passant d'un truc à un autre. Mais pour remonter, en fait, tu es obligé de repasser de l'autre côté du cercle. Et de repenser l'intégralité de la société. Oui, je suis d'accord avec toi. Il manque un demi-cercle pour compléter le processus. Oui, ça, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain, parce que là, on a effectivement penché d'un côté de la balance. Alors, évidemment, on nous fait croire qu'il y a des partis politiques avec des projets différents, alors qu'en fin de compte, tu as tout à fait raison, tout le monde est libéraliste, point final. Oui. Terminé, quoi. Il n'y a pas de nuance du tout, il n'y a absolument rien, c'est complètement uniforme. Mais c'est vrai que, pour en revenir à ce que tu disais par rapport à cette idée que la loi du plus fort, tu sais, tu parlais de la loi du plus fort tout à l'heure, quant à justement ceux qui peuvent dominer, etc. En fait, ça me fait penser à un truc, et c'est pour ça que je défends cette idée platonicienne de l'anacyclose, et notamment de la vision de l'aristocratie, non pas comme étant... parce que l'aristocratie, depuis la Révolution française, égale certaines personnes sont nées de bonnes familles, aristocrates, donc ont le droit à avoir accès à des postes dominants, etc. En fait, l'aristocratie, pour Platon, c'est pas ça du tout. Il y a dans la société, dans toutes les couches de la société, je suis même pas, d'ailleurs, on parle, c'est pareil, dans la société platonicienne, il y a déjà quelque chose, alors évidemment, il faudrait revisiter ça à l'aune de tout ce qu'on a découvert, les progrès qu'on a fait, les mœurs qui ont changé, mais je veux dire, dans la logique de base, c'est vraiment pas con, c'est-à-dire que il n'y a pas la lutte des classes chez Platon. Oui. Il y a simplement des préoccupations différentes par caste. Ça n'implique pas que ce soit moins bien ou meilleur. Ça n'a rien à voir. Simplement, il y a des besoins à pourvoir. On est quand même encore dans un monde où la nature n'a pas été complètement maîtrisée. Elle est encore hostile sur bien des points. Donc, on est obligé de penser survie. Donc, pour penser survie, il faut être pragmatique et organiser le groupe pour que ça puisse répondre à ça. Aujourd'hui, on s'est débarrassé quand même de l'impératif de survie. Grâce à l'industrialisation, grâce à la technologisation du monde, etc. Bon, ce qui pose d'autres problèmes, ça c'est sûr, mais globalement, la nature nous est quand même bien moins hostile. On peut s'accorder là-dessus, je pense. Ça, c'est assez... tu vois. Alors, je mettrai une... mais après, vas-y. Ok, je finis mon propos. Donc, du coup, ça veut dire que cette histoire-là fait que
Chez Platon, on va nous dire, l'aristocratie, c'est quoi? C'est l'idée de puiser dans chacune des castes, entre guillemets, les meilleurs. Oui. Ceux qui ont la meilleure expérience, la meilleure habileté, la meilleure science, le meilleur art, etc., etc. Et donc de proposer à ces gens de prendre la direction de la cité, non pas pour gouverner en tant que je domine, donc j'impose mon ego sur le reste de la ville, mais simplement que parce que je suis le meilleur, j'ai une meilleure perception que les autres de ma caste, de tout ce qu'elle doit faire, et donc je suis à même de pouvoir mieux la régir pour veiller à ce que tout se passe bien et que l'équilibre perdure. Donc on voit déjà que l'acception et le paradigme, ça n'a rien à voir. L'axiomatique même du truc, il n'y a rien à voir. C'est-à-dire qu'on veut préserver, on veut prendre soin, on veut pérenniser, on s'en fout de savoir si on est plus puissant qu'un autre ou quoi. Donc le meilleur en ce sens-là. Alors que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on pense dans cette logique, en fait, on va y apposer notre propre paradigme. Donc, ça veut dire, oui, mais ça veut dire qu'on met le plus fort, celui qui a le meilleur statut, qui domine plus, qui a plus de pognon, qui a plus de puissance intellectuelle, qui a plus de... dans cette idée de, il y a un dominant et il y a des dominés. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc, on ne peut plus comprendre cette logique d'aristocratie platonicienne, puisque on a le cerveau, on va dire ça comme ça, mais on a le cerveau tellement pourri et corrompu déjà qu'on ne peut même plus entrevoir cette logique. La méritocratie, en ce sens-là, telle qu'on la concevrait, nous, avec notre cerveau, elle est encore trop biaisée dans la logique, tu vois. Oui. Ça, mais elle n'est pas. ouais. Ouais, mais justement, c'est là où il y a un problème par rapport à la façon de concevoir. Prenons le libéralisme. Ouais. Enfin, le libéralisme poussé à son apogée. On revient à ce que Platon disait quelque part. C'est-à-dire que on va prendre le meilleur industriel chimique, par exemple, Ouais. et on va s'appuyer sur lui pour les lois qu'on va créer, tu vois. On va prendre le meilleur économiste qu'on connaisse, qui est déjà formaté, hein, soyons clairs, hein, je dis pas le contraire, mais lui, on va le prendre et on va dire, voilà, bah lui, c'est celui qu'on connaît qui est le meilleur là-dedans, et on va le positionner pour recevoir son enseignement, pour pouvoir agir. Ouais. Et en fait, le problème, c'est que aujourd'hui, il y a quand même cette question de domination, parce que ce meilleur industriel, il est patron d'entreprise, tu vois. Il a déjà des intérêts financiers il a des intérêts financiers derrière. Donc de toute façon, il pourrit lui-même le système, parce qu'on s'appuie sur la personne qui a la meilleure connaissance. Tu vois. Et c'est là où c'est un peu compliqué dans le monde actuel. On a tellement évolué avec justement. Donc je voulais revenir justement à ce que tu disais tout à l'heure sur la survie. On n'a plus besoin de. On est moins dépendant de la nature et en fait, pour la survie, on n'a plus les mêmes attentes que dans le passé, quoi. Sauf qu'aujourd'hui, notre survie, elle est liée au billet de banque. C'est-à-dire, sans billet de banque, tu peux pas bouffer. Oui. Et que du coup, c'est le billet de banque qui, lui, te gère, en fait, qui gère l'intégralité de la société. Oui. Et c'est là où il y a un décrochage, en fait, par rapport à la société de Platon, où l'argent n'était pas forcément le point de base. C'était la nourriture au quotidien, à trouver, à gérer sa terre, à faire à manger, à faire le pain, à faire des choses comme ça, qui gérait la société. Alors qu'aujourd'hui, c'est l'industrialisation qui gère la société. L'industrialisation poussée à son apogée, qui est le libéralisme et le jeu d'argent, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que je précisais que tout ça, pour moi, c'est des histoires, avant toute chose, c'est des histoires de paradigme. C'est-à-dire que Platon, qui parle à son époque, forcément, il parle avec toute la codification de son époque, toute les valeurs, etc. de son époque. D'ailleurs, lui-même, à l'époque, il avait déjà les boules de voir l'état de la cité. Mais oui, j'entends ce que tu dis. Si tu veux, moi donc, pour te répondre, ce que je dirais, moi, c'est que tu as raison pour ce qui est de l'état des lieux du moment. C'est tout à fait juste.
Et c'est précisément pour ça qu'il nous sera impossible d'instaurer, enfin, de repartir sur des bases saines tant qu'on n'a pas, comment dire, transformé le paradigme même qui sous-tend l'argent, l'industrialisation, la technologisation, le progrès, etc., etc. C'est-à-dire que tant qu'on voit le progrès, la technologie et toutes ces choses-là, et le billet de banque, comme tu dis, depuis ce paradigme dominant dans lequel nous sommes, c'est-à-dire s'enrichir, produire du capital, etc., etc. Donc, en gros, faire grossir l'ego, si je peux caricaturer le truc en faisant un grand raccourci. Automatiquement, même si on réassigne le système et qu'on veut démarrer sur un système d'échange différent, plus équilibré, moins polluant ou quoi que ce soit, si le paradigme dans lequel on refait ce système est le même, alors on repartira de toute façon dans une logique libérale, quoi qu'il advienne. Exactement. Si tu veux, pour finir le propos, après je t'écoute, c'est ce qui fait que, par exemple, en ce moment, on parle d'industrie du bio, ça n'était pas, d'ailleurs, on n'employait pas ce mot-là avant, mais c'est comme ça que le bio, si tu veux, se fait complètement récupérer par le libéralisme, et finalement, ce qui tentait d'être un nouveau paradigme et de commencer à apporter un début de réponse, tombe dans les griffes du libéralisme, et donc on est reparti pour un tour, et avec le bio, on va refaire la même connerie libéraliste qu'on voit, qu'on a vu, quoi, tu vois. Oui, oui. Non, mais je suis totalement d'accord. Et c'est aussi pour ça que, enfin, ma pensée, c'est quand même de me dire que on ne passera pas à un autre système sans un chaos. Ouais. Qu'est-ce qui a toujours fait que ça change de tout au tout? C'est le chaos. C'est la destruction de la cité, en fait. Hein. Tout à fait. Aujourd'hui, la cité est faite de telle manière à ce que tu puisses pas t'en extraire, entre guillemets. Enfin, je veux dire, même si tu habites au fin fond de la Creuse dans ta caravane, ben clairement, t'as pas, enfin, t'es obligé d'avoir des billets pour vivre. Oui, tout à fait. Bah, oui, excuse-moi, vas-y. Non, mais donc le retour à une cité qui serait, on va dire, non plus basée sur l'argent, mais sur un système d'échange ou autre, hein, de toute façon, passera par une période de destruction massive de la République, qui aujourd'hui semble pour les gens être la meilleure chose qui soit, parce qu'ils continuent à voter. Donc s'ils continuent à voter, c'est qu'ils veulent continuer à faire perdurer ce système. Si tu veux, du jour au lendemain, si tu dis non, maintenant c'est fini, je veux plus de ce système-là, je ne voterai plus, et que 90% des gens le font, se disent voilà, nous, on arrête complètement, on se met hors de ce système, le système s'autodétruit, quoi. Je peux apporter une parenthèse dans le propos ou je te laisse filer? Ah ouais, vas-y. Ouais. C'est vachement intéressant ce que tu dis, parce que à l'intérieur de ça, alors j'entends ton déterministe, tu vois, on vote pas. Et non, ce qui est pas idiot, parce que je veux dire, évidemment, si on voulait radicalement changer de mode de fonctionnement et pour radicalement effondrer la République une bonne fois pour toutes, il faudrait que l'intégralité des Français cesse de voter, point final. Voilà. Oui. Donc, quand tu as 0% de votants, à un moment donné, bon voilà, tu es obligé de te dire, on va peut-être pas pouvoir inventer des voies qui n'existent pas. Voilà. Bon. Et là, en ce sens-là, ton déterminisme, il peut être hyper opérationnel. Ça peut marcher du feu de Dieu. Est-ce que les Français seront capables de faire ça? J'en sais rien. Je n'ai pas la réponse. À la limite, moi, je te dirais, ce serait cool. Mais bon, c'est un autre problème. Maintenant, peut-être qu'il y a une manière, entre guillemets, ça serait une manière radicale, tu vois, directe de changer, de créer le chaos et de changer la donne. Après, il y a peut-être une manière, entre guillemets, plus douce. Je sais pas laquelle est préférentielle, hein, j'en ai aucune idée. Mais celle qui est plus douce, c'est de dire, il semblerait que dans ce bordel du moment, il y a quand même 2-3 personnes qui ont commencé à comprendre un début de changement et un début de paradigme nouveau, même si c'est pas la panacée. Au moins, si on les fout eux au pouvoir, tout doucement, étape par étape, on va réussir à migrer vers quelque chose de nouveau. Ce qui pourrait être la méthode douce. C'est pour ça que je suggérais ça quand j'avais parlé sur YouTube la dernière fois. Je ne dis pas que c'est la meilleure méthode, je ne dis pas que c'est la plus mauvaise, moi-même j'en sais rien, mais ça m'apparaît comme étant une méthode plus douce. Après, dans une vision déterministe comme tu l'as toi, Frater 7,
Ouais, on vote pas, 0% de votants, les mecs sont emmerdés, ils peuvent pas inventer des voix, donc là, bah, ce Ouais. coup-là, on est bon, quoi. Mais Et ce qui le peut être problème, c'est que intéressant, c'est que c'est intéressant. le système s'auto-protège de ça. C'est-à-dire que même si aujourd'hui, euh, tout, tout le peuple, j'entends par peuple ceux qui sont dominés, hein. Oui, Ah oui, on va peut-être dire ce que c'est que le peuple, parce que le vas-y. peuple, bien souvent, quand on dit peuple, on nous dit ouais, mais qu'est-ce que tu entends par peuple? Effectivement, Macron, il fait partie du peuple. Lagardère fait partie du peuple. Oui, mais pour moi, le peuple, c'est celui qui est dominé. C'est-à-dire que, Dans la logique du moment, oui, c'est celui qui est oui, dominé. c'est-à-dire C'est que tout à fait. je, je ne me base pas, je base pas le peuple sur les, enfin, je prends l'intégralité de la société qui a quelque part un besoin de biosurvie, Mhm, donc qui doit travailler pour obtenir de l'argent mhm, et qui n'a pas les moyens de se protéger de la pression que va lui mettre, que ce soit une multinationale mhm, ou un gouvernement. bien Elle sûr. n'a pas la possibilité de s'en protéger. Et on Ouais, l'a bien vu avec les Gilets jaunes, par exemple, tu ouais, ouvres ta gueule, tu te fais taper sur la tronche, tu vois. ouais, 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 Euh, ouais. donc, clairement, le peuple, pour moi, c'est ça. Ok. Donc, euh, ah oui, ce que je voulais dire, c'est que voilà, du coup, le système s'autoprotège, c'est-à-dire que si demain le peuple entier arrêtait de voter, Mhm. tous les autres continueraient à voter. C'est-à-dire tous ceux qui Oui, exercent une pression sur le peuple continueront à voter. Et du coup, oui, ils pourraient faire passer ce qu'ils veulent, tu vois. C'est là où mon déterminisme a des limites. C'est-à-dire que je vais dire, oui, enfin, faudrait tous faire ça. Enfin, je sais très bien que c'est une utopie. ouais, ouais, Mais la ouais, question ouais, ouais. derrière tout ça, c'est de dire, est-ce qu'il y a possibilité un jour, en fait, de foutre à plat l'intégralité de la République pour reconstruire sur une autre base saine et qui ne serait pas gérée justement par le capital, mais par le peuple. Bah, c'est ça, c'est très juste. Alors, après, oui, effectivement, la fin de vie de la République, on ne sait pas quelle forme ça va avoir. Alors pour moi, d'ailleurs, on peut même plus parler de République. Pour moi, on est en tyrannie, ça y est, hein. Pour moi, dans la logique de Platon, on est en tyrannie. C'est-à-dire que la tyrannie pour Platon, c'est un mec qui prend le pouvoir illégitimement et qui commence à imposer une tyrannie au sens étymologique du terme. Je veux dire, si on est un petit peu malin, on comprend que Macron, c'est pas un mec qui a été élu légitimement. Oui, c'est clair. Il a juste, alors c'est pas le tyran, si tu veux, tel qu'on se le représente dans les films, dans les romans. C'est pas un mec qui arrive et qui prend le pouvoir par la force. On n'est plus dans ces époques-là. Les mœurs sont changées. Aujourd'hui, on est dans un paradigme où on essaye de ne pas éveiller l'agressivité avec des méthodes de manipulation. Mais c'est complètement illégitime. Macron a manipulé les élections, s'est démerdé pour prendre le trône de manière complètement illégitime, et donc nous avons un tyran au pouvoir. Donc ça, c'était clair, net et précis. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? La tyrannie. C'est-à-dire que là, on voit bien, il a son vrai visage, on le voit. C'est-à-dire qu'il nous impose des choses, il ne nous demande pas notre avis sur rien du tout, ni même d'ailleurs à ses ministres. Hein, il est même tyrannique avec ses ministres en premier lieu, hein, d'ailleurs. Hein. Même Oui, si ses ministres sont des bras cassés aussi, je veux dire, c'est pas le problème, mais ils se font tyranniser quand même. Bref, pour moi, on est vraiment dans la tyrannie de Platon. Tu vois ce que je veux dire? oui, oui. La bonne nouvelle, c'est que c'est le dernier schéma, donc c'est-à-dire que ça va crever maintenant, ça c'est bon. C'est plutôt une bonne nouvelle en soi. La mauvaise, c'est que va falloir qu'on s'adapte pour éviter de sombrer trop bas, si j'ose dire. Et là arrive la question que tu soulèves peut-être indirectement, c'est ceux qui de toute façon vont solutionner le problème, c'est le peuple tel que tu l'as défini. Ouais, C'est-à-dire, ça va pas bah on être le voit pouvoir, aujourd'hui, hein. voilà, ça va pas être l'exécutif puisque l'exécutif est tyrannique. Oui, Donc, oui. de toute façon, lui n'a pas intérêt, si tu veux, à ce que le peuple reprenne les rênes et décide de son destin. Ça, c'est foutu. Oui, Donc, on est obligé de reprendre les rênes, donc nos responsabilités en tant que citoyens, nos responsabilités dans l'impact que nous avons dans la vie en groupe, etc. Bref,
responsabilité, quoi. On pourrait parler de responsabilité politique, en fin de compte, tu vois. Donc, on est obligé de tous réinvestir tout ça, parce qu'on l'a clairement délaissé pendant des années, c'est ce qui d'ailleurs fait partie du phénomène de corruption et ce qui permet à des tyrans d'arriver au pouvoir, finalement. Oui. Mais c'est bien le problème, en fait. Hein. Enfin, moi, je me base toujours sur Wilson pour ce genre de choses, mais clairement, on a manipulé le peuple par le circuit sémantique. Tout à fait. Parce que pendant toute la période, enfin 2017 avant élection, on voyait Macron partout, et puis c'était, et puis c'était, je suis pas de droite, je suis pas de gauche, donc tout le monde s'est dit, le mec il est pas de droite, il est pas de gauche, c'est bien, bon, sauf que le pas de droite, pas de gauche, il est de droite et de gauche, mais l'ancienne droite et de gauche, quoi, tu vois, c'est les deux réunis, et clairement, en fait, cette architecture-là, enfin au niveau du circuit sémantique, fait qu'on a infantilisé les gens. Et aujourd'hui, est-ce que les gens ont encore la compréhension, enfin, sans, je veux dire, je veux pas rabaisser les gens, mais je veux dire, la plupart des concitoyens devient bête comme ses pieds, quoi. Je veux dire, au niveau politique, tu peux parler à n'importe qui, tu parles politique, mais il y en a plein qui réagissent par rapport à ce qu'ils voient en ce moment à la télé. Personne ne réagit par rapport à vraiment une pensée politique profonde. Et la pensée politique profonde est ésotérique. Pour en revenir à ça, c'est la pensée politique profonde est issue de l'ésotérisme. Hein. Si tu prends la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, hein, tu regardes, déjà, tu as l'œil qui voit tout en haut. Hein. Et l'intégralité du texte, si tu le décortiques au niveau Kabbale, enfin, si tu décortiques bien ce texte-là, tout ce qui arrive aujourd'hui ne devrait même pas avoir lieu. C'est-à-dire le confinement devrait être interdit. Même s'il y a des gens qui meurent, c'est pas de chance, quoi. Je veux dire, en fait, il y a un moment où il faut se dire, est-ce qu'on préfère la liberté ou la sécurité ? Moi, clairement, je préfère la liberté que la sécurité. La sécurité, je me l'apporte moi-même. Si je vais dehors et que je sais qu'il y a un virus, je vais me protéger pour protéger les miens aussi. C'est-à-dire, je vais mettre des gants, je vais mettre un masque, je vais faire ce qu'il faut pour ne pas attraper le truc. Mais je vais aller dehors. C'est important. Et en parallèle, et pour la sécurité, pareil. Je veux dire, si j'habite à un quart d'heure de chez les flics, s'il y a un mec qui vient chez moi, la sécurité, je vais me la faire tout seul, quoi. Hein. T'inquiète pas que, avant qu'ils arrivent, de toute façon, c'est soit moi, soit lui. Hein. Tu vois, donc voilà, clairement, la liberté, elle s'acquiert par la pensée politique. C'est-à-dire que si tu es toi-même, si tu arrives à t'extraire des 4 premiers circuits de Wilson, hein. Je veux dire, si tu arrives à t'extraire de la partie biosurvie et autres, et que tu te dis, bon, voilà, moi, je veux vivre comme ça et je vivrai comme ça, et en fait, c'est à toi d'appliquer ta propre loi. Et les gens ne font pas ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens se reposent sur un État. Et c'est là où j'ai peur pour l'avenir, c'est qu'il n'y a plus cette pensée politique, on les a infantilisés, quoi. C'est des gamins, quoi. Je partage à 100% ce que tu dis là. Je vais revenir après sur liberté, sécurité. Ça, c'est vachement intéressant et je pense qu'il y a des choses à ajouter là-dessus. Enfin, moi, en tout cas, ça me motive des choses. L'infantilisation, ça, c'est clair, ça conduit à la bêtise, ça conduit à l'abrutissement, ça conduit à ce que nos concitoyens, pour te dire, comme tu le disais tout à l'heure, sont devenus idiots. Moi, j'ai pas de problème à le dire. C'est pas une insulte, c'est un constat. Alors, heureusement, ça peut changer. On peut inverser la vapeur, hein, on peut renverser la vapeur. Maintenant, ça va demander un travail colossal, individuel d'une part et collectif. Ça a déjà commencé à petite échelle. Je sais pas, j'ai pas le moyen de mesurer ça, mais ça a déjà commencé avec justement les ateliers constituants d'Étienne Chouard, par exemple. C'est-à-dire qu'on a des gens qui veulent retrouver une conscience politique,
qui veulent retrouver qu'est-ce que ça veut dire la vie de la cité, qu'est-ce que c'est une constitution, c'est quoi la loi, c'est quoi tout ça. En fait, parce que ils se sont rendus compte que leur désintéressement, pour des tas de raisons, ont conduit à l'avènement d'une tyrannie. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle de voir que même si c'est encore minoritaire, il y a une volonté à l'intérieur du peuple de renouer avec tout ça. Moi, je trouve que c'est génial. Et pour ça, j'encourage les Étienne Chouard, même si je ne suis pas d'accord avec tout ce que Chouard propose. Le fond est merveilleux puisque c'est un homme qui propose un terrain de discussion, d'étude, de travail. En fait, c'est un bâtisseur, ce mec. Tu vois ce que je veux dire par là? Oui. Dans la logique, hein, ok? Et c'est ça qui m'intéresse. On le voit avec Franck Lepage, même si je partage pas du tout ses orientations politiques parce qu'il est plutôt coco sur les bords et moi je supporte pas le communisme. Je me demande d'ailleurs comment on peut faire encore pour soutenir le communisme avec ce que ça a fait dans l'histoire. Donc ça, c'est un autre problème. Mais bref, mais néanmoins. Hein, comment? Je disais, tu vois la même chose avec les universités populaires de Donfray, quoi. Donfray, tout à fait. Voilà, c'est la même vision de aller de l'avant en redonnant du pouvoir au peuple, en redonnant surtout de l'éducation, parce que le pouvoir vient par l'éducation. Ouais, mais ça, si tu veux, ce qui m'intéresse et ce que je vois et ce que je pressens, si j'ose dire, c'est que même si, par exemple, je peux pas être d'accord surtout avec un Étienne Chouard, même si je peux être fondamentalement opposé à un Franck Lepage, même s'il y a des trucs chez Onfray où je dis, ouais, c'est un peu bancal, néanmoins, ils font le travail de rééducation et ce sont des gens avec qui on peut discuter. Donc, avec qui on peut avoir une vraie logique de cercle politique, tu sais, tu vois ce que je veux dire par là. Donc ça sont carrément de l'autre côté du cercle, de l'hémicycle. De l'hémicycle, ouais, tout à fait. Et ça, je dis oui, parce que ne pas être d'accord, c'est parce qu'on n'est pas d'accord qu'on peut faire naître justement des modèles qui vont essayer d'épouser le maximum de paradigmes possibles, quoi, enfin. Et ça, pour le coup, c'est vachement intéressant. Après, sur l'idée de la liberté-sécurité, il y a un truc qui est hyper important là-dedans, c'est, tu disais, je préfère être libre qu'être en sécurité. Alors, tu expliquais ta vision de la chose. Moi, je pense, si tu veux, justement, et c'est là où on en revient à cette histoire de loi de la nature, est-ce qu'elle est déterministe ou est-ce qu'elle est plus nuancée que ça, entre guillemets? Mais moi, je pense que notre liberté dépend de notre sécurité et inversement, si tu veux. Parce que tout le monde ne peut pas se défendre, alors ça veut dire que, ok, alors on accepte que certains vont mourir parce qu'ils sont plus faibles. On peut partir sur ce postulat. On peut dire, bah voilà, dans une société, certains seront plus faibles, mais comme c'est la liberté qui est plus importante, bah, face à des problèmes de sécurité, les plus faibles mourront. Bah tant pis, c'est la vie. Et puis nous, on reste libre et on avance, etc. C'est très, en fait, tu penses limite comme un nomade. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, en fait, pas forcément. J'ai une vision un peu plus, on va dire girondine, même si c'est pas vraiment le terme. Tu vois, je suis beaucoup plus centré sur le voisinage direct. Ouais. Le local, quoi. Ouais, le local. C'est-à-dire, tu commences par, premièrement, pouvoir, enfin, t'es musclé ou, enfin, peu importe, hein, t'es musclé, armé, ce que tu veux, d'accord. Ton quartier, enfin, déjà, t'as ta famille à défendre. Après, la petite grand-mère qui est à côté de chez toi, elle est toute seule, elle se fait attaquer, ben, tu vas y aller, tu vas l'aider, tu vois. Aujourd'hui, ça se perd, ça. C'est-à-dire que les gens, ils se chient dessus. D'une part, ils se chient dessus parce qu'ils ne sont pas armés. Enfin, ils n'ont pas la possibilité de le faire. Enfin, ils ont la possibilité, mais il faudrait que, enfin, il faut s'inscrire, machin. Enfin, c'est un peu compliqué. Mais en plus de ça, au fond, ils ont peur surtout de finir en tôle parce que c'est pas le mec qui va avoir attaqué qui va être emmerdé. C'est toi, en ayant défendu quelqu'un, qui va se retrouver en cabane. C'est ça, mais là, effectivement, si on raisonne dans le cadre actuel des choses, on est coincé de toute manière, puisque on est encore une fois dans un système qui tyrannise. Donc, avec l'inversion des valeurs qui va avec, et tous les anciens nous parlent de ça dans leurs mythes, dans leurs textes. Donc, de toute façon, là, à l'heure actuelle, on est coincé. Si tu vas défendre Mémé, qui est ta voisine,
et que c'est, je sais pas moi, la bonne vieille racaille de banlieue qui vient foutre un coup de pression, etc. Bon, bah, effectivement, la loi sera pas en ta faveur. Mais justement, la loi, quelle loi? Et c'est pour ça qu'on est obligé de revenir à cette histoire de Loi de la sacerdoce. nature. Oui, et Tu de loi vois? de la nature. Et c'est là où je disais tout à l'heure, Voilà. il y a aussi un protectionnisme au niveau de la loi de la nature, c'est-à-dire le plus fort va protéger ceux qui sont les plus faibles, Ouais. mais qu'au niveau local, au niveau de leur tribu, c'est-à-dire au niveau de ton voisinage, au niveau de ton voisinage étendu. Et c'est là, en fait, où je dis qu'il y a, en fait, il y a tout à reconstruire à partir entre guillemets, un girondinisme, c'est-à-dire tout repart de la base, famille, voisinage, Oui. ville, Ah oui, département, oui, dans ce oui, sens-là, oui. Ah oui. Ça, plutôt je que suis tout à d'avoir fait. un truc pyramidal qui vient Ah de ouais. l'État et qui va dire, ah non, bah, on va retirer les hôpitaux à cet endroit-là, on va retirer les postes de police que tu avais dans ton quartier, tu vois, en te laissant toi-même Ah te mais c'est défendre, clair, quoi, c'est clairement. clair, c'est clair, c'est clair. Mais ça, si tu veux, moi, je pense que si on arrive à rebâtir un système qui s'assainit au fur et à mesure, on va aller vers ce genre de choses. C'est-à-dire que l'État-nation, ça vaut plus rien, c'est fini, quoi. Ouais, c'est clair. C'est-à-dire que, par contre, les confédérations de localités, tu vois, alors qu'on peut confédérer par région, puis les régions sont confédérées par, tu vois, tu veux dire, on peut retrouver une pyramide de confédération, mais déjà confédérer, ça veut pas dire la même chose. Si tu trouves, Oui, c'est là qu'on voit bien que l'Allemagne s'en sort mieux d'une certaine manière, tu vois, mm. Oui, sur, oui, sur oui, cet aspect-là. oui, oui, oui. D'avoir un espèce d'État-nation qui régit l'intégralité de toutes les provinces, etc., et que les provinces n'ont absolument rien, parce que les maires aujourd'hui, par exemple, les maires de mairie n'ont absolument aucun pouvoir, ce genre-là, ça ne sert à rien. Ah non, mais c'est C'est clair. malheureux d'ailleurs, mais ça sert à rien. Mais c'est là où tu vois que finalement, repartir sur une base qui ressemblerait plus à une structure entre guillemets féodale, enfin propre au Moyen Âge, pour dire ça, avec des régions, donc il y a des mecs qui régissent les régions en mode confédération de localités, et puis après ça se rattache à des phénomènes, à des entités plus grosses. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça? Mais on fait que copier la nature, qui modélise de toute façon les choses comme ça. C'est une évolution. En fait, c'est une organisation fractale. C'est ça, c'est ça. Et la nature, qu'est-ce qu'elle fait quand elle produit un modèle? Elle le produit en fractal. Mm. Tu vois ce que je veux En dire? fait, c'est les Ouais, racines de l'arbre, hein. Les racines tout de à l'arbre fait. qui sont multipliées, qui se Ouais. ramifient jusqu'à créer l'arbre en gros, quoi. Et, Ouais. et je crois qu'il n'y a pas meilleure organisation sociale que de partir de la localité, comme tu dis, et de faire un système d'évolution fractale qui, de toute façon, ramifie chaque partie qui évolue pour effectivement obtenir un résultat comme tu dis, comme l'arbre, qui peut être d'ailleurs, l'arbre qui était, par exemple, chez les Celtes, c'était justement la structure du monde, l'arbre-monde. Oui, L'Irminsul, le Yggdrasil, c'est le modèle que les anciens prenaient pour penser la structure du monde. Donc de la cité, donc de l'organisation du clan, etc. Enfin, il n'y a pas de hasard, je veux dire, quoi. Hein. Et c'est pour ça que je disais, il faut revenir à une pensée ésotérique, spirituelle, et en ce sens-là traditionnelle, mais pas traditionnelle dogmatique, je veux dire, oui, traditionnelle comme étant quelque chose qui provient de l'essence même de la nature, et qui par filiation traverse les âges et permet d'évoluer, d'épouser les nouveaux mœurs, mais de rester sur une verticalité commune à tout le monde. oui. Tu Ah oui, vois? oui, non, je suis d'accord. Ouais, je suis totalement d'accord avec ça. Ouais. Et ouais, ouais. Mais là, c'est là où en fait, si tu veux, pour moi, c'est faire un podcast comme on fait là, c'est peut-être permettre aux gens aussi de renouer avec cette conscience-là. On parle de politique en fait, mais en fait, on parle de politique qui prend sa source dans la spiritualité, dans le sacerdoce qu'on essaye de faire valoir dans les propos qu'on tient là en fait. Oui, oui, Donc c'est pour ça oui, qu'il faut impérativement une destruction, de toute façon, elle est inévitable. La cité s'effondre, c'est vraiment Babylone, c'est la fin de Babylone, quoi, ouais. clairement. Bon, bah, ok, on sait que ça va mourir. Maintenant, il faut préparer le terrain pour demain, parce que un chaos permet justement une reconstruction. Il va y avoir ce désordre, donc un vide qu'on va pouvoir, sur lequel on va pouvoir rebâtir, quoi. Mais justement, c'est là où il faut faire gaffe, parce que qui va reprendre les rênes, quand, comment, etc. Parce que on peut retomber encore, si tu veux, dans une tyrannie qui aura une autre forme, etc. Ce qui est un peu ce qu'on nous prépare là, en fait. Parce que si tu Ouais. regardes bien,
Ouais, vas-y, Ouais, excuse-moi, je parle ouais. trop. Non, mais oui, mais en fait, c'est le problème de la Révolution française, Oui, c'est d'avoir remplacé des maîtres par des maîtres. C'est-à-dire, oui, tu remplaces le roi par une assemblée de mecs qui étaient déjà des nobles, quoi. ouais, Donc, forcément, ça peut pas fonctionner. C'est-à-dire que tu remplaces un gars qui avait une autorité à la fois spirituelle et une autorité sur le peuple mm, par une assemblée de gars qui n'ont presque plus d'autorité spirituelle, mm, sauf celle de se dire, moi je suis noble et je veux continuer à pouvoir faire mes petites magouilles dans mon coin sur ma ah ouais, petite parcelle de ah ouais, terre. c'est Et ça, c'est tout. ça marche pas. Et ça, c'est le problème qui va se poser. Et j'en reviens à ce que tu dis là. C'est aujourd'hui, ce qu'on te prépare pour demain, c'est t'as le choix entre deux choses demain. C'est Ouais, soit le puçage généralisé, entre guillemets, je vais pas rentrer dans le complotisme, mais c'est un peu ça. ouais, C'est tout le monde au pas et doit suivre ce que dit le grand maître suprême, quoi, ouais, euh, ça, et le ouais, gouvernement, entre guillemets, mondial. ouais, Et soit de dire, bon, on en a marre de tout ça, on détruit tout et on repart à zéro. Et si on repart à zéro de chez soi. On repart pas à zéro euh, grâce à des gens qu'on connaît ni d'Ève ni d'Adam qui sont à l'autre bout et enfin, bon, et puis qui auront le pouvoir monétaire, ouais, en fait, de reconstruire. Tu vois? ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et moi, c'est là où il y a un truc important, c'est réinvestir le sacré, et je reviens à ça, pourquoi? Euh, c'est un petit peu aussi le but de ce podcast et du travail que je fais en filigrane, si tu veux, c'est de dire, bon, ok, à un moment donné, il y a une volonté qui émane du peuple de tout péter. Pas de problème. Ouais. Moi, ça ne me pose pas de souci. Je suis plutôt uranien astrologiquement, donc tout casser, ça me va. Maintenant, la question, c'est, il y a un après. Ok. Euh, Est-ce que, si tu veux, parce que quand je vois Nabila, si tu veux, Nabila qui pourrait dire, ouais, le monde c'est trop de la merde, on va tout casser. D'accord, sur le fond. Maintenant, je suis pas certain que Nabila bâtisse un monde nouveau, meilleur derrière. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est sûr. Donc, si tu Ouais, veux, ouais. voilà, bon, Nabila, voilà, je prends ce modèle pour faire une démonstration par l'absurde, si tu veux. Ah ouais. Mais il faut que les gens se rééduquent individuellement à la pensée spirituelle qui induit l'ésotérisme, la philosophie, donc la compréhension de la nature, donc la compréhension des lois fondamentales du monde, d'accord, etc., etc. Alors après, ils choisissent leur école, ils choisissent leur courant, on est tous différents, c'est pas tant le problème. Mm. Mais c'est quand même de reconnecter à ça. De toute façon, il faut bien toutes les couleurs du multiple pour pouvoir faire émerger quelque chose de nouveau et de ça, Mm. de toute façon. Mais il faut impérativement revenir à ces questions-là. Et c'est vrai que c'est vachement. C'est pas évident parce que les gens, si tu veux, quand tu leur parles de ça, ils entendent ah ouais, donc je vais faire un stage de méditation et de yoga, je sais pas quoi, à la ferme chez une copine. Tu vois. Non, Mais mais c'est la très bien pro, pour travailler sur l'après. Mais c'est que sur l'après, quoi. c'est T'as ça, c'est déjà ça. toute la première partie à travailler avant, on est d'accord, c'est clair. Mais c'est surtout la Ouais. profondeur du spirituel qu'on n'arrive pas à saisir. Si tu veux, moi, le sentiment que j'ai, c'est que je vois les gens intéressés par le spirituel, intrigués par le spirituel, attirés, tu vois, comme un truc genre, ah ouais, ça a l'air bien, wow, ça a l'air cool, ça a l'air d'être apaisant, constructif et tout ça. Donc, ils y vont un peu, tu sais, comme on va dans la boutique de jeux vidéo pour acheter un nouveau jeu, quoi. Mm. Tu vois? Ah Ouais. putain, il y a Capcom qui a fait un nouveau RPG, il a l'air trop bien, il a l'air super chouette, ça me procure du bien, mais on reste dans l'ego en fait là. Ah ouais. C'est mon petit ego voit une satisfaction à aller dans la spiritualité, donc je vais dans la spiritualité, j'obtiens satisfaction, basta. Mais c'est-à-dire qu'à ce moment-là, la spiritualité ne produit pas l'effet escompté. Oui. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, peut-être qu'on sera attiré égotiquement, parce que tous, on a un ego, et le premier, il y a des trucs qui me procurent de la satisfaction dans la spiritualité, j'en profite, j'en jouis individuellement, blablabla, ok. Mais à un moment donné, je sens que aussi, il y a quelque chose de plus profond, qui va plus loin, qui part plus loin, Mm. etc. Et c'est ça qu'il faut aller chercher, parce que s'il n'y a pas ça, il n'y a pas de spiritualité véritable, donc il n'y aura pas de transformation de l'humanité, peu importe la proportion, si tu veux. Et donc, en fait, on repart dans un système de plafonnement dont j'ai parlé il n'y a pas longtemps, là,
Tu vois. Mais ça, tu as pas forcément les armes en main quand tu es quelqu'un. Enfin, même en début d'initiation, t'as pas les armes en main pour pouvoir comprendre tout ça en fait. C'est-à-dire que Mm. euh, il faut des années pour séparer l'inné de l'acquis. Hein, je veux dire entre ce qu'on Oui, t'inculque et ce qui est la vraie vie, enfin la vraie réalité. Tu sais, voir le monde, euh, c'est soit tu le vois à travers un prisme idéologique. Hein, je veux dire, enfin ouais, bien sûr. tout le monde a un prisme idéologique. Ouais, Euh, et en fait, il faut surpasser ce prisme idéologique. Et une fois que tu as surpassé ce prisme idéologique, tu vois la vraie réalité. bah oui. Et le problème, c'est que euh, soit il y a des questions d'ego qui font que justement tu ne peux pas te sortir de ce prisme, Mm. soit il y a aussi une question de peur. C'est-à-dire que dès que tu commences à voir la réalité, il y a des gens, ils prennent peur. C'est-à-dire, ils se disent, ah putain, c'est comme ça en fait, en vrai. Ah ouais, non, mais là c'est la merde, quoi, tu vois. Ouais, Mais ouais, parce ouais. que jusqu'à présent, ils n'avaient pas été confrontés à la vraie vie. Mm. Et on peut prendre, il y a la question du milieu socio-culturel qui fait ça. Hein. Je Ouais. veux dire, le petit bourgeois qui a vécu toute sa vie dans le 16e, euh, qui a toujours été dans des écoles privées euh, de gros riches et compagnie, euh, il ne sait pas ce que c'est que la vraie vie, quoi. Il a Mm. jamais été, enfin, il habite pas à Trappes, hein. Ouais, ouais, Tu vois, c'est vrai, il est jamais sorti de son petit Paris, bien sûr. sauf pour aller dans sa maison de campagne. Et quand il Ouais. arrive dans sa maison de campagne, il fait, ouais, ça pue les vaches, quoi. Non mais c'est bon, quoi. Ouais, Euh, ouais, non, ouais, clairement, c'est vrai. il y a un problème là. C'est-à-dire que ceux qui nous gouvernent, bien souvent, sont issus de ce milieu-là et Ouais. ils n'arrivent pas à sortir de ce prisme, enfin, à s'extraire justement, à séparer l'inné de l'acquis et à aller voir ailleurs comment ça se passe. Mm. Ouais, c'est très juste. Ouais, c'est ça, hein, c'est l'oligarchie qui conduit à la démocratie, mais en fait, la démocratie, c'est une arnaque dans le sens où on fait croire que c'est le peuple qui gouverne, non, parce qu'en fait, les oligarques, pardon, concèdent à donner un bout de parole et de droit au peuple. Mm, Mais en fin de compte, dans la logique de la nation close, l'oligarchie, donc c'est le groupe d'individus qui prend le pouvoir, ok, alors c'est souvent des nobles, etc. Bon bref. Et puis alors ça conduit à la corruption suivante, c'est à la démocratie, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les oligarques voient bien que le peuple, ça commence à les gonfler de pas pouvoir dire ouais bon, vos lois, vos règles, vos trucs, fait chier, donc les oligarques disent ok bon, alors le droit de vote, allez on va tu vois, on leur lâche du lest. mm. Après, le peuple se conforte dans l'idée de bah, c'est bon, j'ai acquis un minimum de liberté, donc je me dis ça y est, l'oligarchie me laisse un peu respirer, donc j'ai plus besoin de m'occuper de la vie de la cité. Mm. C'est là où on en est aujourd'hui. Et donc bah, là, c'est l'arrivée de la tyrannie, etc. Mais si tu veux, euh, dans ce truc-là, le problème, c'est même pas les oligarques, c'est même pas comme tu dis, le petit bobo richou parisien issu d'une bonne famille dominante qui va à la campagne et qui râle parce que les vaches pètent, tu vois, entre guillemets, ben lui, de toute façon, au stade où en sont les choses, alors c'est bien, c'est pas bien, j'en sais rien, de toute façon, il est foutu, lui. Oui, Lui, il est cuit. C'est-à-dire que là, au stade où en sont les choses, lui, il est foutu. Parce que demain, le chaos qui s'installe fera que lui va crever la gueule ouverte. c'est clair. Je sais pas si t'as, enfin, je sais pas si t'as lu Laurent Overton. Tu connais Oui, Laurent Overton, ouais. tout à fait. Ouais. Tu lis Guérilla. Euh, Oui, et tu comprends tout de suite que ben, le premier à crever, c'est le petit bobo qui était au bord de la Seine, quoi. exactement. C'est pas quelqu'un d'autre. Oui, Avant que ça atteigne les campagnes et autres, il faut du temps. tout à fait. Et d'ailleurs, la campagne est peut-être un petit peu plus préservée par rapport à ça, c'est-à-dire qu'en pleine ville, les gens ben, ont rien pour déjà pour bouffer. Ouais. Tu peux pas faire ta terre, enfin tu peux pas te faire à manger ni rien quoi, avec tes Non. propres récoltes. Et en plus de ça, tu n'as aucun moyen de te défendre. Alors que dans les Ah campagnes, tu oui. as quand même beaucoup de gens qui vont encore à la chasse, qui ont, enfin voilà, hein, il y a Ouais. avant.
Et c'est pour ça que tu vois très peu de vols dans les campagnes, quoi, hein. À Ah part ouais, des mais je vols suis tout à fait d'essence, mais ouais, même constat que toi. Même constat que toi. De toute façon, parce que l'endroit où on est le plus justement abêti, infantilisé, etc., bah, c'est la grande ville en fait. La grande ville, c'est ça, c'est Babylone. Ça, c'est la ville de luxuriante, du divertissement, de l'éclat, du fun, de tout ce que tu ouais, veux. c'est le Où beau tu gosse. peux certes faire plein de pognon, tu vois, Mm. mais son équilibre est très fragile de nos jours. Enfin, il est foutu. Mais... Bah Donc, oui. c'est sûr que c'est inévitable, comme tu disais tout à l'heure, qu'on reparte aujourd'hui du local. Et le Mm. local, c'est d'abord la campagne, c'est plus la grande ville. Mm. Ah oui, Donc l'effondrement en domino qui va peut-être toucher la campagne, si tu veux, elle sera touchée, oui, par voie de conséquence, mais elle a beaucoup plus de facilité à se remettre debout parce qu'il y a des gens qui savent travailler la terre, parce que là-bas on est moins feignant quand même si c'est vrai que les générations d'aujourd'hui, ados et futurs adultes, bon, c'est quand même pas la joie, mais c'est moins prégnant à la campagne qu'à la ville, ça c'est sûr. Moi, quand je c'est clair. vois, moi, si tu veux, quand je regarde euh, les jeunes, entre guillemets, les ados et les jeunes adultes à la ville, aujourd'hui, au vu de la situation, je me dis, terminé. Mm. Ils sont Ah oui, cuits, non, c'est sûr. Ouais, ouais, ils sont foutus. ouais, ouais, Ils n'ont aucune chance de survie. Ils ont aucun instinct, ils ont rien pour survivre, rien du tout. ouais. Ouais, Donc, alors que clairement, enfin, moi je vois déjà en Bretagne, enfin, toi, je sais pas exactement où t'es, mais tout autour, tu as la possibilité d'aller chercher ton cochon ouais, chez le fermier, tu as la ouais, possibilité d'aller chercher tes fruits et légumes chez un autre fermier. Voilà, tu as la possibilité d'avoir du circuit court. Et ouais, ouais, tout à fait. enfin, ce qui est Mm. pas le cas, enfin, en Alors, région parisienne. Moi, j'ai la chance d'être un petit peu on va dire en périphérie de la région parisienne, donc j'ai des champs autour et puis il y a quand même des agriculteurs pas loin. Mais voilà, sinon, enfin, ah non, intramuros, Paris intramuros, c'est foutu. Mais d'ailleurs, là, si tu veux, aux infos officielles, on ne montre pas ce qui se passe réellement dans la capitale. Hein. Dire, moi, j'ai des amis intramuros à Paris, j'ai des infos, j'ai des nouvelles. C'est la merde, en fait. ouais. Mais BFM, ils ne te montrent pas ça, etc., etc. Ah non, non, Bon. c'est sûr. Ouais. Mais si tu veux bien, on va revenir sur ouais, le sujet de base. Enfin, ouais. Non, mais c'était cool la migration. Mais après, est-ce qu'on peut pas conclure déjà pour ce premier chapitre, parce que là, ça fait pratiquement 1h30 bientôt Ouais, bah qu'on oui, oui, pose. si tu veux, ouais. Ouais, ouais. Donc, peut-être qu'on peut concluser, bien sûr, Guillaume. Conclusion. Nouvelle Si on, sémantique, c'est bon. ouais, grave. Si on peut conclure pour ce premier coup, euh, donc pour essayer voilà, de donner des pistes de réflexion pour comprendre cette histoire de lien entre spiritualité et politique, et donc la vie de la cité, moi je dirais aux gens, si j'avais un message, c'est réapprenez à réinvestir l'espace du sacré. L'espace qui n'est pas touché par le temporel, qui n'est pas touché par l'argent, qui n'est pas touché par le divertissement outrancier, par tout ça, ce qui n'empêche pas d'aller vivre sa vie aussi dans le temporel, s'éclater, machin, c'est pas la question. Hein. Mais d'avoir un espace, c'est pour ça que je parle de méditation beaucoup, d'avoir un espace en soi, ou même chez soi, matériel, je veux dire, hein, Mm, un oratoire, quoi, finalement, mm, à l'intérieur duquel, dans cet espace-là, on est hors de l'espace-temps, hors du temporel, et on se consacre entièrement vraiment à l'unité, à la source même des choses, de la nature, de soi-même, etc., etc. Et je crois que renouer avec ça change radicalement la vision des choses, de soi-même, de la nature, des autres, et donc du coup de la vie en société aussi, et permet d'avoir un paradigme nouveau qui émerge pour pouvoir voir le monde différemment. Et si on ne fait pas ça, on ne peut pas comprendre la responsabilité qu'on a dans la vie de la cité non plus d'ailleurs, mm. et on ne peut pas comprendre pourquoi les lois devraient découler de cette intemporalité, etc. Quoi. Voilà. Ouais. À toi de jouer, je te dirais à toi. Euh, Moi, je vais le prendre différemment. Je vais le donner sous un autre angle. Moi, si j'ai un conseil à donner, c'est déjà de faire le tri
dans ce qu'on, enfin dans l'inné et l'acquis, c'est-à-dire quand vous regardez les infos, ben regardez-les pas avec vos yeux conditionnés. Essayez justement d'être critique par rapport à tout ce qu'il y a, même s'il y a des choses qui sont vraies, hein. Soyons clairs, mais il faut toujours avoir l'esprit critique, il faut conserver cet esprit critique, faut sortir de sa propre idéologie, il faut pas penser qu'un mec qui va être, on va dire, de droite est un facho, comme un mec qui va être d'ultra-gauche un sale coco, quoi. Mais dans les deux cas, c'est des gens qui sont idéologisés et en fait, il faut essayer de comprendre le pourquoi ils ont cet esprit-là et en même temps se forger soi-même sa propre opinion hors d'une idéologie politique. C'est-à-dire que l'idéologie politique ne vient qu'une fois qu'on a réussi à faire ce tri. Tant qu'on n'a pas fait ce tri, on n'est que des moutons et on ne reste que conditionné par, entre guillemets, son gourou, et ça se voit partout, hein. Moi, je m'amuse parce que je suis un sale troll. Je m'amuse à aller sur des pages de mélenchonistes juste pour lancer une petite pique comme ça, en rigolant, quoi, enfin pour voir la réaction. Et je reçois des centaines d'insultes, genre sale facho, crypto-fasciste, tout ce que tu veux. Et en même temps, je le fais sciemment parce que j'essaye de les faire réagir, tu vois, parce que c'est amusant aussi d'essayer de mettre les mecs en face de leurs contradictions. Et ça permet aussi peut-être à certains de réfléchir et de se dire, merde, en fait, il a peut-être raison, tu vois. Parce que si tu en atteins un au moins, s'il y en a un dans l'équipe qui arrive à réfléchir un petit peu plus que ce qu'il pense, ce sera déjà gagné, quoi. Tu vois, tu auras déjà fait un grand pas. Ce que tu veux dire. Ouais, je te trouve très courageux, franchement. Ouais, je le fais moins en moins parce que il y a des fois, tu sais, ça énerve, mais d'un autre côté, des fois, c'est quand même relativement amusant de faire ce test, on va dire social. Tu vois, c'est presque une étude sociologique, quoi. Tu lances un petit pic, tu dis, mais en fait, les gars, vous avez exactement la même pensée que Marine Le Pen. Et là, tu prends des balles de partout et c'est à se pisser dessus, quoi. Voilà. Je vois tout à fait. Je connais un ami qui fait ça aussi et qui aime bien jouer avec ce genre de trucs-là. Oui. De toute façon, dès que tu appuies sur le bouton du conditionnement, forcément, tous les esprits endoctrinés se réveillent et puis tu deviens le mal et le mauvais objet, et donc il faut te détruire. Ça s'appelle le fascisme. Peu importe la couleur politique, ça s'appelle le fascisme. Exactement. Et bien souvent, voilà, ceux qui se considèrent antifascistes sont bien souvent les pires fascistes qui existent. Et ce sont les plus gros fachos qu'on a actuellement. C'est clair. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc ouais, voilà. Donc moi, mon conseil, c'est ça, essayer de sortir un petit peu de l'endoctrinement quotidien qu'on essaye de... Écoute, on va s'arrêter là-dessus pour cette première fois. Ok, pas de problème. C'était cool. C'était cool. On va poster ça et proposer ça à la communauté, voir un petit peu ce que les gens en pensent, les feedbacks, tout ça, pour qu'on améliore le truc. Moi, je trouve c'est passionnant parce que c'est hyper d'actualité, quoi. C'est maintenant qu'il faut parler de ça. Ouais. Moi, j'en suis convaincu, quoi. Ça m'amènerait même à avoir envie d'inviter des gens, si ça te dit même de participer, bien entendu, toujours, parce qu'on a échafaudé ça un peu ensemble. Tu vois, faire venir des Étienne Chouard ou des gens comme ça pour discuter avec eux. Ouais, ça peut être sympa. Ouais. Moi, je pense que ça pourrait être chouette, etc. Bon, on se dit à plus tard. Ouais, à plus. Voilà. Et puis on va voir un petit peu comment ça se passe avec ce podcast. Ouais, bon confinement. Ouais. Hashtag confiné. Allez, je coupe. À plus.